Michel Ducreux, chef du service d'oncologie digestive à Gustave Roussy. À l'occasion des 39e cours de chimiothérapie, on va parler d'un cancer digestif qui a vu beaucoup d'innovations thérapeutiques ces dernières années, qui est le cancer de l'estomac, en se focalisant d'abord sur les formes localisées et puis ensuite sur les formes plus avancées. Et j'ai la chance, pour animer un petit peu cette réunion, d'inviter tout d'abord le docteur Antoine Holbeck, qui travaille dans le service d'oncologie digestive et qui travaille dans le département d'innovation thérapeutique, à nous parler des formes plutôt localisées et des avancées dans ces formes plutôt localisées. Merci Michel. Donc, je vais évoquer donc, les formes localisées des cancers de l'estomac et m'attarder, je dirais, sur les dernières études qui ont été rapportées. Les études portant sur le cancer localisé ont évalué récemment la place de l'immunothérapie. Donc, on sait que le standard actuel de prise en charge consiste pour les formes localisées à réaliser donc la chirurgie encadrée d'une chimiothérapie périopératoire, et la référence actuelle c'est le FLOT. Et les études récentes ont évalué l'intérêt d'un traitement d'immunothérapie avec différentes immunos, atezolizumab, le pembrolizumab, le durvalumab, dans différentes études. Alors, il y a une première étude qui a été rapportée à l'ASCO en 2022, c'est l'étude Dante qui a associé du FLOT à l'atezolizumab ou le placebo. C'est une étude allemande et pour l'instant, ce qui avait été rapporté, c'était le taux de réponse histologique qui était majoré lorsqu'on ajoutait donc l'atezolizumab au schéma de chimiothérapie par FLOT. Les deux autres études sont donc les Keynote 585 qui a testé le pembrolizumab en association au Capox puis FLOT, et l'étude Matterhorn qui a associé au FLOT le durvalumab, et je vais m'intéresser essentiellement à cette étude Keynote 585 qui a été donc rapportée lors de l'ESMO. Donc dans cette étude, les patients recevaient donc de la chimiothérapie. Initialement, c'était du cisplatine capecitabine ou cisplatine 5-FU associé donc au pembrolizumab ou au placebo. Et comme au cours d'études, le standard a changé, c'est-à-dire que le FLOT est apparu comme le traitement de référence, un nombre de patients, environ 200 patients supplémentaires ont été additionnés et randomisés dans chacun des deux bras pour évaluer donc l'effet de ce traitement. Donc, ce qui a été rapporté, ce sont les résultats de survie sans progression et les analyses intermédiaires pour la survie globale, avec quand même une médiane de suivi de l'ordre de 47 mois. Donc là, je vais passer assez vite sur les caractéristiques des patients des deux groupes pour dire qu'essentiellement, comme souvent dans les cancers de l'estomac, il y a une proportion non négligeable de patients asiatiques. Là, en l'occurrence, à peu près près de 50% dans les deux groupes. Et il y avait également un nombre à peu près 40% de formes diffuses de ces cancers gastriques. Donc voici les premiers résultats de l'étude qui montrent dans la population donc principale, c'est-à-dire les patients qui ont eu du Xeloda et du platine, les taux de réponse. Donc on voit que dans le groupe pembrolizumab, on augmente le taux de réponse. Donc on passe de 2% de réponse avec les patients qui ont eu Xeloda platine à près de 13% quand on y ajoute le pembrolizumab. Et quand on regarde la population principale associée aux 200 patients supplémentaires qui ont eu du FLOT, on retrouve ces mêmes taux de réponse. Pour cette étude, voilà le critère principal de jugement, qui est la survie sans événement dans la cohorte principale, encore une fois avec le 5-FU Xeloda platine. Et on voit que cette étude montre un avantage à l'ajout du pembrolizumab, puisqu'on passe de 25 mois à peu près de médiane dans le bras placebo à 44 dans le bras pembrolizumab. Le hazard ratio est mentionné ici, il est à 0,81 et le petit p il est à 0,0198. Et cette étude doit être malheureusement considérée comme une étude négative, puisque en raison d'analyses intermédiaires, l'étude devait être positive si le petit p était inférieur à 0,0178, et donc on est légèrement au-dessus. Et donc c'est extrêmement dommage, puisqu'on voit qu'il y a quand même des différences numériques très significatives, mais en raison de ce petit p, l'étude doit être considérée comme négative.
Là, ici, j'ai rapporté également les survies sans événement dans la population globale associée aux flottes. Donc, on voit un bénéfice à l'ajout du pembrolizumab. Sur la survie globale, encore une fois, la survie globale n'est pas mature. Le bénéfice et pas, là semble moins évident, mais on ne connaît pas ce que les patients ont reçu dans les lignes ultérieures. Donc on voit en tout cas que cette étude montre des différences numériques, donc on aurait envie d'utiliser ces immunothérapies dès les formes localisées. Malheureusement, pour le moment, on doit en rester à la chimiothérapie par flotte. C'est vrai que c'est, c'est à la fois prometteur et décevant. Prometteur parce que si on imagine que si on augmente le taux de réponse complète, ce qui est vrai aussi dans d'autres études dont tu n'as pas parlé, mais comme l'étude de Matterhorn par exemple, on peut se dire que si on augmente le taux de réponse complète, on devrait quand même in fine aboutir à un bénéfice pour les patients, et on voit qu'on flirte avec ce bénéfice. Donc c'est quoi l'avenir? C'est de toute façon pas d'utilisation pour l'instant de l'immunothérapie dans ces formes localisées, mais on a l'espoir de voir arriver des résultats d'autres études qui sont en cours. Oui, il y a les résultats de l'étude Dante, donc l'étude Dante avec le FLOT plus Atezo, l'étude allemande qui est en cours, il y a une phase 3 qui est en cours, donc on espère effectivement que cette étude soit positive. Il y a également les résultats plus matures de l'étude Matterhorn, puisque pour l'instant tous les résultats n'ont pas... Voilà, avec le durvalumab plus le FLOT qui doivent être rapportés, qui seront rapportés ultérieurement. Et oui, effectivement, on espère que ces études seront positives. Et en tout cas, ce qu'on sait actuellement, c'est que le fait d'ajouter l'immunothérapie se traduit quand même par des taux de réponse pathologiques complètes ou majeures significativement supérieurs par rapport à la chimiothérapie seule. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer que ces études elles aient un bénéfice plus immédiat si on avait segmenté un peu la population pour n'inclure que des patients, alors je ne sais pas, que des patients qui ont un CPS supérieur à quelque chose, ou alors les patients MSI sont très peu, donc on ne pouvait pas limiter ces études aux patients MSI, mais tu vois, on a fait un développement qui est un développement de l'immunothérapie dans les phases métastatiques qui est un peu tout venant. On a acquis un peu d'informations par rapport aux indications qu'on a en situation métastatique. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas utiliser cet apprentissage difficile? Parce que l'immunothérapie, elle n'est pas arrivée comme ça tout de suite dans le cancer de l'estomac. Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser ça pour avancer un petit peu plus vite en situation néoadjuvante? Oui, je suis d'accord. Je pense que la sélection des patients est extrêmement importante, puisque, en tout cas, en situation métastatique, on voit que ce sont les patients qui ont un CPS supérieur ou égal à 5 qui tirent quand même la majeure, le bénéfice, le réel bénéfice, on va dire, de l'addition des immunothérapies. Donc, pour le nivolumab, puisque c'est le seuil. Voilà, pour le nivolumab, c'est le seuil qui est donné. On voit quand même que c'est dans l'étude, dans cette étude avec le nivolumab, c'est vraiment les patients qui ont un CPS supérieur à 5 qui tirent vraiment la positivité de l'étude. Donc, je pense que la sélection des patients est importante et probablement que voilà, sélectionner les patients permettrait d'augmenter les taux de réponse, d'augmenter également les survies sans progression, d'avoir des études qui soient vraiment positives. Donc ça nécessiterait de faire du CPS dans ces cas-là à tous les patients, ce qui ravira pas nos anapathes, puisqu'on sait les difficultés que ça pose et le temps que ça consomme pour les anapathes de réaliser ce score, et aussi qu'il est imparfait parce qu'il y a une variabilité quand même qui existe sur l'analyse de ce CPS. Bon, on va rester un tout petit peu sur l'immunothérapie et maintenant parler de la situation métastatique. Alors, on sait maintenant chez les patients tout venant que, comme on l'a discuté, l'adjonction de nivolumab, ou plus récemment, on l'a vu, l'adjonction de pembrolizumab, permettent d'améliorer les résultats de la chimiothérapie sous réserve d'un certain nombre de tests préalables. Donc, je ne vais pas vous parler de ça, mais je vais vous parler d'une population un peu particulière qui est la population des patients HER2 positifs, parce que pour ces patients-là, il avait été démontré maintenant il y a un certain temps, grâce à l'étude TOGA, que l'adjonction de trastuzumab à la chimiothérapie améliorait les résultats. Mais on ne savait pas si pour cette sous-population de patients HER2 positifs, l'immunothérapie apportait un bénéfice ou pas, puisque les études n'incluaient pas, les études tout venant n'incluaient pas, excluaient ces patients HER2 positifs. Et il a fallu attendre les résultats de l'étude Keynote 811
Alors le schéma, il est passé, mais bon, peu importe, hein, c'est trastuzumab chimiothérapie, plus ou moins pembrolizumab. Et ce qu'on voit, c'est que chez tous les patients, si on regarde l'efficacité, on est encore à la limite de la significativité. Mais en revanche, si on prend les patients qui ont un CPS supérieur ou égal à 1, eh bien là, on obtient un bénéfice. On avait déjà une publication qui montrait qu'il y avait un bénéfice très net en termes de réponse objective. Donc on a maintenant tout ce qu'il faut pour dire que même chez les patients HER2 positifs, l'adjonction d'immunothérapie, en l'occurrence de pembrolizumab, améliore les résultats. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va pour le coup changer en attendant l'approbation évidemment de passer devant les autorités de santé, mais qui devrait changer notre standard de traitement. Et autre chose qui là là aussi est plus qu'en gestation, parce qu'on a entendu parler il y a longtemps maintenant déjà de la claudine. Hein. La claudine, c'est en particulier la claudine 18.2, c'est quelque chose qui se passe au niveau, enfin qui participe à l'adhésion cellulaire. Et donc, c'est probablement un marqueur de prolifération assez important dans un certain nombre de cancers gastriques. Il y a beaucoup de claudine au niveau de l'estomac normal, d'ailleurs, indépendamment de l'estomac tumoral. Et on dispose donc maintenant de médicaments comme le zolbetuximab, qui sont des anti-claudine 18.2. Et les premiers résultats en phase 2 étaient assez prometteurs. Et maintenant, on dispose donc de 2 études de phase 3 qui ont évalué l'intérêt dans la sous-population de patients présentant ce marqueur claudine comme étant positif, l'intérêt de faire une chimiothérapie standard. Alors là, en l'occurrence, le standard utilisé, c'est l'OX, qui est plutôt un standard un tout petit peu ancien, mais enfin peu importe, et l'OX associé au zolbetuximab. Et cette étude, elle s'est révélée tout à fait positive. Ça, c'était la première étude avec l'OX. Et donc, il y a une étude plus récente qui a utilisé une chimiothérapie plus récente avec le FOLFOX6, plus ou moins zolbetuximab, qui est une grande étude de phase 3, qui est l'étude de phase 3 Spotlight. Et les résultats de cette étude de phase 3, vous le voyez, sont extrêmement nets en faveur de l'utilisation de ce zolbetuximab, c'est la courbe rouge, qui montre un bénéfice, que ce soit en termes de survie sans progression ou en termes de survie globale. Donc on peut imaginer que dans le futur, on aura donc une nouvelle sous-population de patients qui seront définis sur un plan c'est plus de la médecine personnalisée. On avait HER2, et bien maintenant on va avoir à côté les claudines positifs. Alors ça fonctionne avec le FOLFOX. Ce qui est un petit peu embêtant avec le FOLFOX, c'est que le zolbetuximab est donné toutes les 3 semaines, alors que le FOLFOX est donné que tous les 15 jours. Et donc le même laboratoire a réalisé une étude tout à fait parallèle et publiée également cette année, qui a évalué l'intérêt du zolbetuximab en plus du Capox. L'intérêt du Capox, c'est que ça fait une injection d'oxaliplatine plus une injection de zolbetuximab, de la capecitabine pendant 2 semaines, 1 semaine de repos, et on recommence les injections des produits intraveineux, et là, des résultats qui sont complètement concordants. Donc vraiment une avancée potentielle. Alors, il faut attendre toute la démarche vis-à-vis des autorités de santé, mais une avancée potentielle quand même très intéressante. Un commentaire là-dessus, Antoine ? Un commentaire donc sur l'efficacité, effectivement, hein, je suis d'accord, les résultats sont assez nets de ces études. Un commentaire, là encore, je pense pour les anapathes, en pensant à eux, et pour les prescripteurs, c'est-à-dire que maintenant, donc, systématiquement, pour la prise en charge des cancers de l'estomac, il faut rappeler qu'il faut systématiquement demander le statut HER2, le score CPS, le statut également MMR pour pas méconnaître les patients MSI et leur proposer de l'immunothérapie. Donc voilà, ça se... Et donc maintenant, anti-claudine aussi. Et la claudine, là, qui va arriver. Donc voilà, on va augmenter le nombre de biomarqueurs. Donc ça va nécessiter des biopsies de bonne qualité, en quantité suffisante pour pouvoir faire tous ces marquages, et également de la disponibilité de nos anapathes pour faire tous ces tests. Ça, c'est vrai. Et alors que le métier d'anatomopathologiste est plutôt un métier qui n'attire pas les foules, et donc on va manquer d'anatomopathologiste, ce qui est un vrai problème. Alors on peut imaginer, on le disait lors du cours quand tu as fait ta présentation, on peut imaginer qu'il y a une partie de ces recherches, les CPS, que l'intelligence artificielle pourrait peut-être à moyen terme
rendre un peu service à nos anatomopathologistes pour qu'ils soient pour le coup concentrés sur des choses très, où ils ont une valeur ajoutée par leur expertise qui est plus intéressante que d'aller compter des cellules. Oui, tout à fait. C'était justement, il y avait des discussions là-dessus lors du dernier ASCO GI sur ces différents scores pour essayer d'évaluer lequel est le plus utile, lequel est le plus rapide entre le TPS, le CPS, le TAP, etc. Il y en a tout un tas. Finalement, celui qui sera le plus simple, je pense, sera plus facilement adopté parce qu'actuellement, encore une fois, le CPS semble être quelque chose de très compliqué pour les anapathes et malheureusement pas toujours très bien reproductible. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur la claudine, la question qui va se poser, alors il y a deux questions qui se posent. D'abord, est-ce que les patients qui sont claudine plus sont des patients quel est le CPS de ces patients-là? C'est-à-dire, est-ce que la claudine, ça permet de rattraper des patients à qui on ne peut pas donner d'immunothérapie? Tu as un avis Alors, sur la question? les patients claudine plus sont a priori plutôt CPS assez bas. Donc, a priori, il n'y aura pas trop de compétition, mais j'imagine quand même qu'il y aura des patients claudine plus qui seront CPS plus de 5 et on se posera la question, est-ce qu'on met l'immuno? Il y a des études en cours pour faire un petit peu la même chose que ce que j'ai montré à propos de l'HER2, c'est-à-dire que en fait, l'immuno apporte encore quelque chose en plus. Je crois qu'il est temps de terminer cette discussion. Vous voyez, le cancer de l'estomac, on a fait du 5-FU-cisplatine pendant des années et des années avec absolument rien d'autre à nous mettre sous la dent. Et là, ça devient vraiment quelque chose qui bouge dans différents sens. On arrive à faire de la médecine personnalisée, on a plein de nouvelles molécules, l'immunothérapie prend sa place. On essaie de la positionner de plus en plus tôt, y compris en situation néoadjuvante. Enfin, vraiment encore plein de questions et encore probablement plein de changements dans les années à venir. Alors, tous ces changements, ça veut dire qu'il faut actualiser ses connaissances. Et du coup, le cours de chimiothérapie de Gustave Roussy, il est fait pour ça, pour vous apporter cette actualisation des connaissances. Et chaque année, les choses bougent. Donc, venir au cours de chimiothérapie, s'inscrire au cours de chimiothérapie tous les 2-3 ans, je dirais, je pense que c'est une démarche qui vous permet d'actualiser vos connaissances dans des domaines qui deviennent tellement spécialisés qu'on a besoin de ces informations pour pouvoir traiter efficacement nos patients. Pour le cours de cette année, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des présentations en replay et je vous dis à très bientôt.